Allez, c'est parti pour un voyage dans le temps. On va remonter le fil de l'histoire pour comprendre comment l'intelligence artificielle, l'IA, est passée d'une simple idée à la force qui est en train de redéfinir complètement notre monde. Alors voilà, notre mission, si on l'accepte, c'est de découvrir comment les machines ont appris à penser, à communiquer et même à agir toutes seules. Allez, on commence par le commencement. Et oui, parce que toute grande aventure, toute grande histoire, ça commence souvent par une simple question. Et l'histoire de l'IA, eh bien, elle ne fait pas exception à la règle. Les machines peuvent-elles penser? Imaginez un peu, on est en 1950. Les ordinateurs, à l'époque, c'est des énormes calculateurs, rien de plus. Et là, un mathématicien de génie, Alan Turing, pose cette question. Une question qui va absolument tout changer. Et ce qui est fort, c'est qu'il ne s'est pas contenté de poser la question. Non, il a aussi proposé une méthode pour y répondre, son fameux test. En gros, l'idée c'est, si une machine arrive à discuter avec un humain et que cet humain n'arrive pas à savoir si c'est une machine ou une autre personne, eh bien on peut dire qu'elle pense. C'est ça, la pierre angulaire, la base philosophique de toute l'IA. Bon, la question est posée, maintenant voyons comment cette idée, qui était encore un peu abstraite, a commencé à prendre forme pour devenir un vrai domaine de recherche. C'est le moment clé. On est en 1956 à la fameuse conférence de Dartmouth. C'est là que le terme intelligence artificielle est officiellement inventé. Ça y est, l'idée a un nom, un acte de naissance. La recherche peut commencer pour de bon. Et bien sûr, pour que l'IA puisse se développer, il lui fallait un terrain de jeu, un moyen de communication. Et c'est là qu'intervient en 1969 ARPANET. C'est l'ancêtre d'Internet, le tout premier réseau qui a connecté des ordinateurs entre eux. C'était vraiment la fondation de tout notre monde connecté. Ok, donc on a un nom, on a un réseau, quelle est la suite logique? Eh bien, il faut rendre cette IA vraiment utile, lui donner quelque chose à faire. Et ça nous amène tout droit dans les années 80 avec l'apparition des toutes premières applications pratiques de l'IA. On les appelait les systèmes experts. Mais un système expert, c'est quoi exactement? Alors un système expert, imaginez un programme informatique qui se comporte comme un spécialiste humain. On lui apprend tout ce qu'un médecin sait, par exemple, et il devient capable de poser des diagnostics. C'est un moment super important parce que c'est la toute première fois que l'IA sort des labos pour s'attaquer à des problèmes bien réels, bien concrets. Et cette montée en puissance, elle va nous mener à une confrontation absolument mythique. On est en 1997. D'un côté, Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs, le cerveau humain dans toute sa splendeur. De l'autre, Deep Blue, le superordinateur d'IBM, la pure puissance de calcul. Et la machine gagne. C'est un symbole énorme. Pour la première fois, on a la preuve que l'IA peut dépasser l'humain sur son propre terrain, celui de la stratégie complexe. Alors, si on fait une petite pause et qu'on regarde le chemin parcouru, on voit bien que les 50 premières années, ça a été une montée en puissance, lente mais sûre. Tout part de la question de Turing en 1950, puis l'IA trouve son nom en 56, son réseau en 69, jusqu'au grand choc de la victoire de Deep Blue en 97. De la théorie à la démonstration de force. Et après 1997, attention, tout s'accélère, mais vraiment de manière spectaculaire. C'est le moment où l'IA va sortir des labos et des superordinateurs pour finir directement dans nos poches. 2007, l'iPhone. Ça, c'est un tournant radical. Parce que l'iPhone, ce n'est pas juste un téléphone, c'est un ordinateur de poche qui a créé tout un écosystème d'applications. Et c'est là-dedans, dans cet écosystème, que l'IA a trouvé le terrain parfait pour devenir quelque chose de personnel, d'utile pour tout le monde, tous les jours. Quelques années plus tard, en 2011, un autre coup d'éclat. Watson, une autre IA d'IBM, gagne au jeu télévisé Jeopardy. Et là, c'est différent de Deep Blue. Il ne s'agit pas de calculer des coups d'échec, il s'agit de comprendre des questions complexes, pleines de jeux de mots, de subtilités, bref, de comprendre le langage humain. C'est un pas de géant. Et logiquement, juste après, à partir de 2014, on a commencé à parler à nos téléphones. Siri, Alexa, d'un coup, nos appareils nous comprenaient et ils nous répondaient. L'IA avait enfin une voix. Et tout ça nous amène à aujourd'hui. La dernière étape de notre voyage, l'ère de l'explosion, l'ère créative et connectée. Vous vous souvenez d'ARPANET en 1969 ? Eh bien, en 2020, ce rêve est devenu une réalité explosive. C'est l'Internet des objets. Des milliards d'appareils, de la montre à la voiture en passant par la maison, tous connectés, tous communicants. Et tout ça génère un flot de données monstrueux. C'est le carburant de l'IA moderne. Et ce carburant a alimenté la dernière révolution en date.
2023. L'arrivée fracassante de ChatGPT et de toutes les IA qu'on appelle génératives. Là, on change encore de dimension. Parce que maintenant, l'IA ne fait plus qu'analyser l'information, non. Elle la crée. Elle peut générer du texte, des images, du code. Elle ne fait plus que raisonner, elle génère. C'est un changement de paradigme complet. On a commencé ce voyage avec la question de Turing. Les machines peuvent-elles penser? On a vu qu'aujourd'hui, la réponse est non seulement oui, mais en plus, elles peuvent créer. Ce qui nous laisse avec une question bien plus vertigineuse pour la suite de l'histoire et notre avenir.